Bonjour, je m'appelle Claudette Vidal. Je suis ravie d'être présent avec vous à ce 3e sommet de la conscience. Le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est le bonheur d'être soi. Un thème qui nous paraît d'une grande évidence, mais en fait qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Comme si être heureux dans notre société demandait d'acquérir des aptitudes bien particulières, alors que c'est une attitude innée, mais que nous avons perdu de vue. Notre société, la vie, les conditionnements que nous avons reçus nous ont fait perdre cette simplicité d'enfance, cette spontanéité qui nous permet de juste être soi et en prime, être heureux d'être qui nous sommes. Alors c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. J'ai trouvé plus facile pour moi et en même temps fort sympathique d'être accompagnée de 3 amis. Donc mes amis se prénomment François, Françoise et Daniel. Alors, ce sont des personnes que le sujet intéresse. Ces personnes vont de temps à autre me poser des questions. Ils sont vos représentants, ils vont poser, je l'espère et je le souhaite, les questions que vous posez, vous qui regardez cette vidéo, de sorte que nous puissions avoir un entretien qui soit vraiment en même temps posé avec des concepts clairs, mais que ce soit aussi et surtout très pratique. Et que, suite à cette vidéo, que quelque chose soit un peu différent dans votre vie. Alors voilà, thème le bonheur d'être soi, et nous pouvons maintenant débuter. Pourquoi est-il si difficile d'être simplement soi? Il semble que c'est une question de culture. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous apprenons ce que c'est qu'être soi à partir de conventions, à partir d'idées sociales, mais aussi d'idées familiales et personnelles. Alors, ce qu'on apprend au petit enfant, dès lors qu'il a l'âge de raison, vers à peu près 6 ans, on commence à lui donner un code de qu'est-ce que c'est qu'être soi et de comment se comporter en société. Alors, on commence à lui inculquer un code et on lui dit, pour bien fonctionner dans la société, voici comment te comporter et voici comment tu dois être. Alors, ceci est admissible, ceci ne l'est pas. Par exemple, on a dit il y a quelques décennies, mais je pense que ces croyances sont encore courtes aujourd'hui, les garçons, ça pleure pas, et les filles, ça se met pas en colère. Alors, pour être une gentille petite fille qui cadre bien dans les conventions, les filles ne se mettent pas en colère et les hommes, ils doivent être forts et costauds et les hommes, ça ne pleure pas. Alors, on a tout un ensemble de codes qu'on a appris et auxquels on s'est soumis pour faire notre place dans la société, pour être accepté. Mais il y a quelque chose de triste dans ça, c'est que on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qui nous fait vraiment réagir positivement. Qu'est-ce qui met mon cœur en joie? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Et de façon très simple, on a perdu ça de vue. Et aujourd'hui, dans un monde, je dirais, plus spirituel, où on met plus de conscience dans notre façon de vivre, où on commence à s'interroger sur ce que les gens nous ont dit. On commence tout un chemin de dépouillement. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on a appris des choses et que ça ne nous convient plus, on commence à se dépouiller
de croyances et de conditionnements, et on enlève, et on enlève, et on enlève, jusqu'à ce que nous ayons, au final, l'autorisation pleine et totale d'être qui nous sommes. Et je trouve beau ce chemin de retour à soi. On peut envisager ce retour à soi sous un angle spirituel. D'une part, le retour au soi avec un grand S. Donc, ce qu'on appelle rentrer à la maison, vivre à partir de la présence, qui est un aspect de être soi. Et puis, il y a aussi toute une dimension humaine que j'appellerais le petit soi, qui est d'être vraiment conscient de ce que nous portons comme talent, comme force, comme croyance, comme élan pour se déployer et d'aller au cœur de notre humanité pour se libérer de ce qui n'est plus au point pour nous et aussi pour simplement jouer notre vie en toute liberté et en toute simplicité. Il y aurait donc une différence entre être moi et être soi. Oui, Daniel, oui. Et là, je reconnais bien ton élan spirituel qui veut qu'on distingue ça. Alors, parce qu'on s'entend pour dire que être moi, c'est être dans l'ego. Et être dans l'ego, c'est répondre à tout un ensemble de systèmes, de contraintes, de schémas auxquels on a adhéré souvent inconsciemment durant toute notre vie, mais plus particulièrement les schémas de base qui sont répétitifs, voire inévitables dans notre vie, on les acquiert entre l'âge de 0 et 6 ans. Alors, c'est toute la construction de l'ego qu'on nourrit bien dans l'âge adulte et dans les années qui suivent. Donc, c'est tout un vécu à travers l'ego qui, parfois, ne laisse pas beaucoup de place à la spontanéité, à être juste soi au naturel. Et là, si on vient d'expliquer ce que c'est qu'être soi à partir de l'ego, et ça, je pense que la plupart des gens le savent bien, que quand ils sont dans l'ego, la façon de se vivre à partir de l'ego, c'est que la vie, les situations ont une certaine couleur, une certaine forme. Et puis, à partir de mon ego, je réagis à l'environnement. Alors que les moments où il est possible de sortir de l'ego, d'être juste moi dans ma vérité, je peux, au lieu de réagir, répondre. Et il y a une différence énorme entre réagir et répondre. Dans la réponse, je descends dans les profondeurs de moi et, par exemple, une situation peut m'être inconfortable et je m'autorise à dire la vérité, c'est que dans telle situation, je suis moi. Je suis inconfortable. Et quand je dis la vérité, je suis moi. Parce que actuellement, une situation de... Allez, je trouve un exemple tout simple et qui rejoint un maximum de gens. Pour certains, parler en public est inconfortable. Pour d'autres, rencontrer une personne qui vit de la tristesse. J'ai récemment une amie qui a perdu sa compagne. Donc, bien sûr, dans nos interactions avec lui, on tient compte du fait qu'il vit
qu'il est en deuil actuellement et que c'est plus difficile. Donc, on a tout plein de situations dans notre vie qui peuvent éventuellement amener de l'inconfort, hein, de rencontrer quelqu'un de triste ou bien d'avoir à parler en public. Être soi et vraiment être honnête, authentique, et de dire qu'actuellement je suis inconfortable dans le fait d'être avec quelqu'un qui vit cette tristesse. Comme c'est beau quand quelqu'un peut juste dire « J'aimerais avoir des paroles réconfortantes, mais je me sens un peu démunie, je ne sais pas quoi te dire, je me sens impuissant, j'aimerais t'aider, mais je ne sais pas quoi te dire. » Juste être honnête et authentique. Pour moi, être soi, c'est ça, c'est dire sa vérité de l'instant. Dire que telle chose me rend joyeuse, que telle chose me rend inconfortable, et de revenir à soi dans l'instant et de partager ce que je vis, c'est cela, être soi. Alors qu'on peut quitter cet espace de vérité intime et profonde et s'accrocher à tous nos conditionnements et agir en fonction de ce qu'on nous a appris. Et c'est toujours sans odeur et sans saveur que d'agir de cette façon et que ça ne touche personne. Donc, être soi, c'est une histoire de vérité, une histoire d'authenticité et le mot-clé. Ici et maintenant. Parce que ma réaction à une situation, elle est toujours ici et maintenant, et la même situation peut se reproduire dans quelques heures ou dans quelques jours, et je n'aurai pas du tout la même réaction. Donc, me dire et vous dire la vérité ici et maintenant sont pour moi les éléments clés de être soi. Après, on parlera un petit peu plus tard du bonheur d'être soi, parce qu'il y a vraiment quelque chose je dirais, d'exaltant et en même temps de doux et de fluide dans le fait d'être en vérité avec soi et avec les autres. Oui. Être en vérité avec soi. Alors, je voudrais qu'on commence par le commencement. Comment vraiment entrer en soi quand on a plein de peurs, plein d'émotions? Est-ce qu'on peut parler un petit peu des émotions et des peurs que l'on a accumulées pendant de longues années et comment le cheminement pour s'en débarrasser? Ouais. Elle est belle ta question, Françoise. Elle est belle et je sais qu'elle touche un grand nombre de gens. La première chose, je dirais, ça me fait toujours quelque chose quand j'entends le mot débarrasser. Débarrasser de ses émotions ou de ses peurs. Pour moi, il y a quelque chose de violent dans le fait de se débarrasser de quelque chose. J'ai l'intime conviction d'être le créateur, parfois souvent inconscient, de mes peurs et de toutes mes émotions. Mais si j'en suis le créateur, c'est que j'en suis le papa ou la maman. C'est moi qui les ai mis au monde, ces émotions. Et si aujourd'hui elles ne me sont plus utiles, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour qu'ils se dissolvent. Et il n'y a qu'avec l'amour qu'on peut dissoudre les émotions. L'idée de s'en débarrasser avec tout ce que ça porte de violence, c'est comme « sors d'ici » ou « fous-moi le camp ». C'est un rejet. Et si je rejette
quoi que ce soit. Je ne l'ai que mis à distance de moi et il m'attend, il va revenir dans ma vie forcément. Alors, je dirais, le regard que je propose, c'est d'accueillir en soi. C'est beaucoup plus d'être inclusif de toutes ces émotions et notamment des peurs que nous avons. Alors, histoire de jouer ensemble, est-ce qu'il y a une peur qui est là dans ta vie actuellement, Françoise? Oh, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Juste là, ici, maintenant. Alors, en ta présence, ça me les fait oublier, mais j'ai peur. Je ne dirais pas que c'est la peur de la mort, parce que j'y ai travaillé dessus, parce qu'à l'âge que j'ai, je m'y attends. Mm-hmm. Mais disons que je me suis enfermée dans une carapace épaisse pendant longtemps, et j'ai du mal à refaire sortir tout ce bagage. Tu veux dire que tu trouves que la carapace, elle est épaisse, elle est lourde. Oui. Cette carapace qui t'empêche de... Moi, quand je te vois, tu parles un petit peu de ton âge avancé, qu'importe l'âge de cette forme, je vois toujours la petite fille d'à peu près 4 ou 6 ans, tu vois, spontanée, insouciante. Moi, je la vois, elle est là. Mais je vois aussi cette espèce de carcan que tu t'es mis et pour lesquels la société et tes parents ont bien contribué à ce carcan, mais il est chez toi, donc tu en es totalement responsable et qui t'empêche de vraiment exprimer au quotidien cette petite fille que tu es. Alors, dans cette simplicité d'enfant que je vis au quotidien, je dirais, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble à commencer ou continuer ce dépouillement de ce carcan qui t'empêche d'être la petite Françoise, que tu as toujours été, mais qui est juste voilée. Et la question que je pose à chacun qui regarde la vidéo, mais en même temps que je vous pose à chacun de vous, je vous la pose et j'attends une réponse honnête, ici et maintenant. Et il y a une façon de poser la question qui fait que la conscience que nous sommes va immédiatement se mettre en contact avec l'essence de cette question. Cette question, c'est, ici maintenant, quel est le plus important empêchement à être qui tu es? Alors, on va respecter un petit moment de silence pour que chacun, vous puissiez descendre en vous, trouver votre réponse, ici et maintenant. Et bien sûr, cette question, vous pouvez vous la reposer aussi souvent que vous le voulez et la réponse sera toujours différente. Mais aujourd'hui, vous allez avoir la réponse qu'il est possible d'avoir. Quelle serait ta réponse du moment, Françoise? Je sais pas, je crois que j'ai beaucoup d'orgueil et que j'ai pas très envie, j'ai du mal justement à me dévoiler. Je sais pas si le mot est exact, mais... Ouais. Ce que je ressens, parce que je suis complètement avec toi là, dans ton espace à ressentir, le mot orgueil ne me semble pas être le mot juste. C'est pas une question d'orgueil. De paraître, peut-être. Ouais, il y a une peur. Oui. Il y a une peur. Du regard des autres. Ouais. Oui. Ouais.
comme si il y avait en toi un ordre que pour être aimé, pour être accepté dans la vie, dans la société, tu dois te conformer à ce que les autres attendent de toi. Tout à fait. C'est ça. Hein? Oui. Et que prendre le risque de ne pas se conformer aux attentes des autres, et là, je vois une émotion qui monte en moi. Hein, c'est beau, c'est très, très beau. En même temps, les gens qui regardent la vidéo vont ressentir ça, parce qu'évidemment, tout ça transparaît et ça va aider chacun à faire un travail sur soi. C'est qu'il y a chez toi, et là, je sens bien une pression, une douleur immense qui est associée à cette absolue nécessité de se conformer aux attentes des autres pour vivre. Oui. Et c'est comme si on ne peut pas exister autrement que exister en se conformant aux attentes des autres. Il n'est absolument pas question, dans ton système actuel, de prendre le risque d'être toi, parce que être toi, si ce n'est pas conforme aux attentes des autres, les risques de représailles sont immenses. Oui, c'est certainement ça, oui. Oui. Alors là, je suis avec toi, et la conscience qu'on met sur ce système fait que actuellement, ce système est en train de se détendre, et c'est un peu comme si on lui envoyait des rayons de lumière à ce système, un peu comme si on en faisait un gruyère, et de sorte qu'il ait moins de puissance. Le système, d'abord, il a été vu, et il est demandé en cet instant à ce système de bouger, de migrer vers une position qui soit plus confortable, qui te laisse plus de place pour être toi-même. Oh, je dirais, peut-être pas tout le temps, mais un peu plus souvent. De sorte que ta vie ne soit plus régie par cet impératif de « il faut absolument se conformer aux attentes de son conjoint, de sa famille, de ses amis, de la société en général. » Alors, quand tu t'es conformé aux attentes de tout le monde, ben moi, je trouve la chose la plus triste là-dedans, c'est où elle est Françoise. Quand est-ce que je peux goûter le vrai parfum de Françoise sans qu'il soit altéré par les demandes ou les attentes de qui que ce soit? Et là, je vois quelque chose s'ouvrir, comme si la petite fleur commence à prendre le risque de s'ouvrir et de se montrer. Les traits de ton visage s'adoucissent, ton teint est plus rosé, et on commence, et il y a une petite larme qui coule. C'est comme si on commence à retrouver la joie d'être soi. Et pour faire un lien avec la question de Daniel tout à l'heure, ce être soi qui est la vraie Françoise, et la vraie Françoise, c'est un être divin, incarné dans une forme particulière, toute singulière. C'est ça la beauté d'un être humain, se vivant dans sa vérité. La vérité de qui tu es maintenant est absolument parfait. Et ce qui semblait, il y a 5 minutes, être un énorme carcan, d'un seul coup, quelque chose se dévoile, et comme si, je ne dis pas que le carcan est complètement dissous, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose d'assez important pour que le carcan disparaisse dans cet instant
et qu'il laisse la place à la révélation de qui tu es vraiment. Alors, tu vois, c'est pas quelque chose qui prend des années à faire. Ça vient de se faire en quelques minutes. Par ailleurs, ce que nous savons, c'est que dans quelques heures ou dans quelques jours, le carcan va revenir et on va à nouveau perdre Françoise. Et là, je te regarde, je te trouve tellement belle. C'est incroyable. Il y a toute la beauté de cette... de la fraîcheur de la vie qui resplendit à travers toi, qui transpire des pores de ta peau. Et là, je dirais, tu y es, toi-même. Je te sens libre, spontanée et insouciante, comme si en cet instant, tu n'as plus besoin de répondre aux attentes de qui que ce soit. Mais je te laisse la parole. Dis-nous, comment tu te sens en cet instant? Un peu plus libérée. Ouais. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Ah, surtout pas. Ah, surtout pas. La moins bonne chose que tu peux faire, ce serait de réfléchir à tout ça. Par contre, ce que je vais vraiment t'inviter à faire, c'est de mettre ta conscience sur toi. Parce que dans la réflexion, tu vas juste mouliner des vieilles idées et ça n'a pas d'intérêt. À la place de ça, prends ta conscience. Et la conscience, parfois, moi, je l'installe à cet endroit, mais parfois, c'est un peu comme une lampe frontale. Alors, avec ma lampe frontale, je descends et je regarde. Et c'est ce que tu as fait. Tu as mis ta conscience sur toi pour dire, je me sens un peu plus libérée. Pour être consciente de cette libération, il a bien fallu que tu mettes ta conscience sur toi. Et tu n'as pas eu besoin de réfléchir pour ça. Si on veut continuer le processus, continue d'être consciente de ce qui se passe en toi. En te posant simplement la question, est-ce que, en cet instant, je suis vraie? Est-ce que je suis naturelle? Est-ce que, en cet instant, je m'autorise à être qui je suis? Même si ça n'a pas d'allure pour les autres, même si ça ne respecte pas les conventions, même si ça a l'air fou, est-ce que je m'autorise à être qui je suis? Et là, ça me fait rire parce que j'utilise parfois des mots qui sont vraiment soit des québéquismes ou des expressions qui viennent du Québec. Je sais très bien que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont français et qui trouvent que ça fait un peu bizarre, bien que je sache que la plupart des Français aiment ce langage québécois. J'assume ce que je suis. J'adore les Français, j'adore leur langage, ça m'apprend beaucoup de choses, mais en même temps, je suis québécoise. Et si je dis des mots qui sont un peu incompréhensibles, j'ai envie de les dire, c'est ma couleur, ça. C'est mon parfum. Et quand j'arrive au Québec, les gens voient bien que je dis des mots qui ne se disent pas au Québec. Je vais parler d'un parking alors que chez nous on parle d'un stationnement. Mais oui, je suis une Québécoise qui vit en France. Ça veut dire que mon langage est coloré du Québec et de la France. Et je trouve ça beau. Et si j'allais vivre 3 ans à Londres, ça changerait quelque chose d'autre et ça me transformerait. Et j'ai le goût d'assumer tout ça en même temps parce que ça, c'est moi. Et il y a être moi, c'est assumer que j'ai un passé, que j'ai des habitudes, que j'ai une culture, qu'il y a plein de choses que je ne connais pas, que je dis tellement de bêtises. Mais j'ai le goût
de les assumer avec vous. J'ai vraiment le goût, et si je vous dis ça, c'est parce que c'est vraiment mon invitation du plus profond de mon cœur, qui est d'apprendre à vivre sans image de soi. Ne pas essayer de correspondre à quoi que ce soit. Juste être un jaillissement dans l'instant, sans savoir ce que je vais dire, sans savoir comment je vais me comporter, mais juste me laisser cette totale liberté d'être ce que je suis avec vous à chaque instant. Je sais par ailleurs que ce que je dis, vous l'avez probablement déjà entendu. J'aime quand même vous le redire et que vous puissiez ressentir au plus profond de vous que ce dont je parle, je suis en train de le faire, ici et maintenant. Je me sens totalement dans l'ouverture et totalement dans le risque d'être qui je suis. De ne pas avoir de grandes vérités à transmettre, mais juste le goût d'un partage qui est surtout un témoignage à partir de mon vécu authentique, ici et maintenant, avec vous. C'est un long et beau chemin que celui de commencer à vivre avec un carcan, avec des idées, avec des conditionnements, et arriver petit à petit à être de moins en moins sous l'emprise de ces conditionnements, et d'arriver à chaque jour à être un peu plus soi, en toute occasion. Et on peut avoir le bonheur d'être soi pendant des semaines ou des mois, et d'un seul coup, crac, on rencontre une situation qui réveille quelque chose en nous, où il y a une peur, où il y a éventuellement une blessure. Et là, on a l'impression de reculer des années en arrière. Ça veut juste dire que là, on rencontre quelque chose d'autre sur notre chemin, qu'on a besoin de regarder en conscience, éventuellement de guérir certaines blessures de notre enfance, de notre passé, où ça fait mal. Où ça fait mal, où on a été rejeté, méprisé, trahi. Et qu'à partir de ces blessures, on a construit une peur en termes de bouclier pour ne pas toucher la blessure. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est qu'on a une blessure qui est souvent à vif, qui est très souffrante, très douloureuse. La peur, c'est une espèce de protection pour ne pas toucher à ça. Et en regard de ça, on n'est plus en contact avec nous, et là, on crée d'une façon tout à fait artificielle des façons de se comporter, avec le douloureux constat qu'on n'est plus soi. Alors, expérimenter le bonheur d'être soi, c'est un long chemin, un long processus. Et à chaque instant où on revient à soi, avec cette belle question que je vous posais tout à l'heure, qui est, en cet instant, est-ce que je m'autorise totalement à être qui je suis, à dire ce que j'ai à dire, à faire ce que j'ai à faire, simplement parce que c'est ma vérité de l'instant. Et si je ne peux pas répondre oui à cette question, c'est que il y a quelque chose qui vient gêner cet élan spontané de la vie.
et que simplement en mettant ma conscience sur ce qui voile, sur cet empêchement, je peux le libérer et retrouver ma joie d'être ce que je suis dans l'instant. Dans le fond, le processus ou la théorie est simple. Maintenant, au quotidien, d'être constamment dans ce regard sur soi avec une plus grande honnêteté, ça demande du courage et beaucoup de persévérance. Quand tu dis ça dans le quotidien, au moment d'entrer en action, parce que moi il m'arrive quelquefois dans la vie, là j'observe, et au moment d'entrer dans l'action, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est moi spontanément qui viens là, ou c'est encore avec mes vieux restes, mes vieux schémas? Et donc en fait je me sens un peu bloqué. Du coup je fais rien. Ouais. Oui. C'est comme si il y a une paralysie dans l'action. Oui, voilà. Parce que tu ne sais pas si ça vient vraiment de toi ou bien d'un conditionnement ou de quelque chose d'appris, c'est ça? Oui, je ne sais pas si c'est juste. Tu sais, très souvent, le meilleur moyen de goûter la vérité ou non de ça, c'est d'expérimenter. Il y a souvent, c'est dans l'expérience de la vie qu'on peut se rendre compte que est-ce que vraiment ma parole était juste ou est-ce que c'était un truc de l'ego encore qui vient me manipuler? Quand on n'est pas capable d'évaluer d'une façon juste à l'intérieur de soi, prends le risque. Prends le risque de dire ou de faire. Et tu verras bien ce que ça va donner. S'il n'y a personne pour juger ton action, ce n'est pas très grave de risquer de le faire. Et notre société, notre culture nous apprend tellement à se freiner, je dirais, dans le doute, ne te retiens pas. On a vraiment besoin d'aller dans le sens inverse de cette retenue pour ouvrir les valves et retrouver une certaine spontanéité. On est tout sauf spontané. On se retient de rire, de parler. On est beaucoup dans la retenue, et même ceux qui parlent beaucoup, qui sont très volubiles, très souvent le font à partir du mental et ça n'a pas une grande valeur. Alors je dirais, dans le doute, ne te retiens pas. Elle est belle cette question. Pour en revenir au moi, ce moi tel qu'il est ressenti peut avoir par moments beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et en fait ne se remet pas en question. Il se remet en question éventuellement quand le destin prend une couleur moins engageante. Mais autrement, ce n'est pas dans le conditionnement, on pourrait dire journalier, une question qui je suis, ou disons quel est le sens de ma vie, qui vient fréquemment et qui, disons, n'est pas la préoccupation première. Et donc il faut qu'il y ait un changement, quelque part, qui vienne de quelque part, pour que ce questionnement puisse se faire jour. Autrement, ce questionnement n'a pas lieu, et sans ça, il aurait eu lieu bien avant. Oui. Et c'est vrai que pendant tout un temps, la souffrance est vraiment un maître. La souffrance est aussi un grand indicateur que quelque chose ne va pas en nous. Donc, quand on se sent pas bien, quand on est inconfortable, quand notre vie nous pèse, quand on est malheureux d'aller au travail ou malheureux dans une relation,
intime. C'est cette souffrance qui est l'indicateur premier que quelque chose doit être changé. Alors que l'indicateur qu'on est vraiment aligné et dans le respect de ce que nous portons individuellement, c'est qu'on est dans la joie. Alors, on a vraiment deux indicateurs. La souffrance ou la joie nous disent si on est vraiment dans un moi égotique, alors que quand on est vraiment soi dans sa liberté, sa spontanéité, c'est la joie qui est au rendez-vous. Par contre, il y a pour beaucoup de gens quelque chose d'autre que la souffrance qui amène une remise en question et peut-être des questions un peu plus existentielles. C'est certains portent ça en eux, justement ces questions existentielles. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que ce grand mystère? À quoi je sers? Qui suis-je? Pour certaines personnes, il y a cette curiosité de l'essentiel qui les habite. D'autres, très peu, mais qui vont entrer sur le chemin d'une plus grande profondeur de soi, justement par le biais de la souffrance. Après, il y a tous ceux qui ne se posent jamais cette question, qui ne se la poseront jamais. Et c'est ce que la vie veut actuellement pour un grand nombre de gens. Ne vous posez pas de questions, fonctionnez avec tous vos automatismes. Et si vous en manquez, ajoutez des automatismes. Pour un grand nombre de gens, c'est comme ça qu'ils vivent leur vie. Et pour un nombre, mais vraiment de plus en plus important de personnes, il y a vraiment ces questions qui se posent et cet impératif de vivre différemment. Et on peut voir que, j'en ai parlé à plusieurs reprises, il y a eu de grands changements sur la planète ces dernières années. Je dirais notamment ces 2-3 dernières années. Notamment, le taux vibratoire a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de gens qui sont en chemin, sans même dire qu'ils sont sur un chemin, mais qui ont cessé de regarder exclusivement à l'extérieur et qui commencent à regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui commencent à se remettre en question et à transformer des choses en eux. Il y a un nombre exceptionnel, important de gens qui ont pris le chemin du retour à soi ces 2 ou 3 dernières années. Et on peut retrouver notamment sur le web quantité de vidéos qui parlent avec une précision, mais surtout une profondeur que les gens n'étaient pas prêts à entendre, qui était réservée aux initiés pendant un très grand nombre d'années. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture, une immense ouverture planétaire qui fait que beaucoup d'informations sont libérées et sont accessibles à un grand nombre de gens tout à fait gratuitement. Et c'est d'une beauté de voir que l'humanité est vraiment en train d'évoluer et que ces questions-là qui étaient réservées à des chercheurs professionnels ou à des initiés, des disciples de la vie ou d'un maître, eh bien, ces questions-là sont maintenant vraiment à la portée de tous et c'est réjouissant de voir qu'un grand nombre de personnes se les posent. Et que notamment, une activité comme ce sommet de la conscience soit offert à toute la francophonie gratuitement, que les gens aient accès à des intervenants différents les uns des autres, portant un message différent et pouvant toucher différentes personnes. Il y en a de plus en plus. Je trouve ça extraordinaire que les gens puissent avoir accès à tout ça. Et ça fait partie de cette grande ouverture et de cette liberté d'expression, de cette facilité d'accès à l'information qui est vraiment caractéristique de ce 21e siècle. Et on ne peut que constater que nous sommes à une époque où les gens seront de plus en plus dans cette vérité à propos d'eux-mêmes, que ce vécu à partir du moi, comme tu l'appelles, donc à partir de l'ego,
où on est enfermé dans un carcan. Nous sommes vraiment en transformation et même des gens qui n'ont pas et qui n'auront pas de chemin spirituel vont vivre cette transformation d'une façon toute naturelle et toute simple, sans penser à vivre un grand éveil comme souvent on le rencontre dans le domaine de la spiritualité, mais d'une façon très progressive, instant après instant, quelque chose de l'ordre d'un vécu dans l'ego est en train de passer à un vécu à partir de soi, à partir du soi, sans même que les gens s'en rendent compte ou qu'ils n'aient les mots pour parler de ça. C'est en train de se faire. Et de plus en plus, ça va passer dans la culture populaire. Et déjà, on se rend compte que les enfants qui naissent depuis une dizaine d'années sont déjà très différents de ceux qui se sont présentés sur la planète ou qui sont nés ces dernières décennies. Donc, c'est en train de se faire. Et ce que les adultes matures en termes d'âge sont en train de réapprendre, les enfants le savent spontanément. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà beaucoup plus de conscience que leurs parents et qui vont aider les parents justement à revenir à la vérité de qui ils sont parce qu'ils l'ont perdu. Alors que les enfants savent faire ça beaucoup plus spontanément. Je parle d'une façon globale. Évidemment, il y a des enfants qui sont plus mal en point, qui ont davantage besoin d'être aidés. Mais c'est vraiment une nouvelle tendance que les enfants, qu'on appelle les enfants indigos, aient une très belle conscience et qu'ils aient très très peu d'ego. Donc, la mutation de leur ego va se faire d'une façon toute naturelle et toute simple et sans grand éclat. Pourtant, on ressent une espèce de tristesse générale où la joie n'apparaît pas d'une manière aussi évidente que ça. Si je comprends ce que tu veux dire, qu'avec ce changement en cours, on pourrait dire que l'obscurité est la plus grande au moment où la lumière apparaît. Oui. Et il y a un phénomène qui se produit, c'est que plus le taux vibratoire augmente, dit autrement, plus la conscience augmente, donc plus l'éclairage augmente, plus est mis en lumière les parts d'ombre. Et les parts d'ombre, c'est justement ce qui régissait notre vie, notamment les peurs dont on a parlé tout à l'heure, et tous ces conditionnements. Parce qu'il y a plus de lumière, on les voit davantage. Ils étaient là, mais bien tapis au fond des sous-sols et il n'y avait pas de lumière. Mais là, la lumière augmente et on commence à les voir. Et c'est vrai qu'on est aussi dans une période où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de souffrance qui apparaît, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de... mon Dieu, il se produit toutes sortes d'événements sur la planète, un peu partout. C'est que la lumière, justement, révèle tout ça pour transcender, pour transformer tout ça. Ça fait partie du processus. Et on peut le voir même chez les personnes qui sont sur un chemin spirituel depuis 10, 20 ou 30 ans, que les premières années, quand on commence sur le chemin, et qu'on commence à mettre en lumière tout ce qui est en soi, tout ce qui nous pèse, les premières années sont un peu plus difficiles. Après, bien sûr, il y en a moins. Mais on peut s'attendre qu'au niveau planétaire, nous ayons encore quelques années un peu difficiles. Mais ce qui est important, c'est que individuellement, chacun fasse le travail.
c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et ce n'est pas, en tout cas, dans mon regard, je n'ai pas d'attente. Je peux juste observer les choses telles qu'elles sont et voir qu'elles sont différentes, vraiment très différentes de ce qu'elles étaient. Ce mot chemin spirituel, tu rattaches ça à une idée de religion ou pas? Et puis aussi un petit peu, c'est très ténu entre quand est-ce j'entends parler de développement personnel et d'autres de chemin spirituel. Où est-ce qu'il y a une petite frontière là et... Ah oui, c'est beau, c'est une belle question. Ouais. Dans mon regard, le développement personnel vise à rendre plus confortable le vécu dans l'ego, notamment en faisant un retour sur toi, un retour qui peut être d'ordre thérapeutique, en plus ou moins, et en développant des habiletés, notamment de communication, d'interrelation. Mais on vit avec son petit ego, ne sachant pas qu'il y a autre chose. Alors que quand on ajoute la notion de spiritualité, on a vraiment envie de sortir de ce carcan de l'ego pour vivre à partir de sa vraie nature, être. Mais un être qui vit et qui honore totalement son individualité et sa singularité. Donc, il ne s'agit pas, avec ce chemin spirituel, de découvrir ce qu'est l'absolu et de s'y accrocher, mais il s'agit de découvrir le « je suis » impersonnel que nous sommes et de vivre son individualité à partir de ça. C'est-à-dire sans cet ego d'avant qui est un ego enfermant, contraignant, restrictif, régi par des croyances, notamment la croyance que ce que je suis s'arrête à la forme de ce corps physique, ce qui est tout à fait inexact. Ce que je suis est immense, est infini. Et cette petite forme qu'on appelle Claudette est dans cette immensité. Alors, ce qu'on appelle justement l'éveil spirituel, c'est ce basculement de la conscience qui se désidentifie de la forme physique et d'une idée mentale à propos de soi pour basculer dans l'infini que je suis et voir que ce que je suis n'a pas de limite, mais s'expérimente dans la limitation et dans la dualité. L'expérience que nous vivons sur Terre est une expérience de dualité, notamment quand je prononce certains mots, je dis oui à ces mots et forcément non à tout le reste. Donc il y a bien une dualité. Mais la dualité n'est pas un problème, c'est la structure même de notre expérience d'être humain. La difficulté vient très souvent que notre regard est installé dans la dualité, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un regard qui embrasse tout, y compris l'expérience humaine, que ce soit celle de Claudette ou celle de Daniel, au lieu de ce regard la plupart des gens sont installés dans un regard duel. Alors, ils regardent à partir d'un espace mental, coupé en deux,
où il y a le jugement de j'aime, j'aime pas, je veux pas, c'est bien, c'est pas bien. Et c'est là qu'est la source de la souffrance. C'est notre regard n'est pas dans le bon endroit. Et notamment, le chemin spirituel se porte sur non seulement réparer l'ego souffrant, mais se libérer de cet ancien ego vindicatif qui convoite, volontaire, dominant, contrôlant, à un nouvel ego, puisque nous avons besoin d'un ego pour vivre notre incarnation. Donc on ne va pas se passer de l'ego. Nous allons simplement vivre la mutation de l'ego et passer à un ego qui se présente dans l'instant pour faire, parce que la particularité de l'ego, c'est faire. Donc, à chaque fois qu'il y a une action à accomplir, j'ai besoin d'un ego. Alors, mon ego me sert à parler ou à agir. Et cet ego naît dans l'instant et meurt dès l'instant que je n'en ai plus besoin. Donc, c'est vraiment l'ego deuxième génération, c'est l'ego 2.0, alors que l'ancien ego était une espèce de carcan cristallisé qui, chez certaines personnes, est présent en permanence et qui nous étouffe et qui nous contraint et qui empêche justement d'être soi. Et chercher le bonheur d'être soi n'est pas possible à travers le carcan de l'ego. Nous pouvons cependant reconnaître que ce basculement ne peut être permanent tant et aussi longtemps qu'il y a de trop grandes blessures égotiques. Donc, au début, il y a nécessité de réparer l'ego pour qu'éventuellement cet ancien ego puisse lâcher et qu'on se retrouve avec cet ego 2.0, c'est-à-dire un ego qui naît dans l'instant et qui est la révélation de qui je suis, ici et maintenant, sans passé et sans futur, juste être moi, ici et maintenant. C'est d'une simplicité enfantine. Les enfants le savent. Ils le perdent quand ils acquièrent, quand ils arrivent à l'âge de raison, vers l'âge de 6 ans, commence vraiment la construction de l'ego. Et ce vécu dans l'enfermement de l'ego va, chez plusieurs personnes, s'arrêter au moment de la mort. Chez d'autres, il y aura une mutation à un moment de leur vie. C'est en train de se faire. Est-ce que ça veut dire que si on ne fait pas ce cheminement sur Terre, est-ce qu'on n'est pas venu pour ça, justement? Est-ce que si on ne pratique pas si on ne fait pas ce cheminement, on va revenir aussi longtemps qu'il faudra pour arriver à disons, j'ai du mal à m'exprimer, pour arriver à entrer dans le spirituel, la phase terminale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tu peux nous dire à ce sujet? Oui, c'est sûr que c'est comme si chaque incarnation, on vient apprendre quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on est dans un vécu mental, où il y a la temporalité,
comment dire, tant que notre soi ultime n'est pas connu, on a l'impression que c'est vraiment soi qui se transforme. C'est comme, il y a vraiment deux niveaux de soi. Il y a le soi ultime, l'être, et le petit soi qui est l'incarnation humaine. Cette incarnation, cette forme humaine est en transformation, est en évolution. Alors, ce que je n'ai pas compris dans cette incarnation, je vais revenir pour l'apprendre dans une prochaine incarnation. Alors, les gens qui se libèrent du carcan de l'ego au moment de la mort, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas vécu en conscience, vont simplement revenir pour continuer leur apprentissage. Alors, les personnes qui ne sont pas en chemin, à un niveau où ce n'est pas grave, ils vont devoir revenir. À un autre niveau, on peut se dire, mais puisque je suis là pour vraiment expérimenter la vie dans l'instant, en étant qui je suis, avec toutes mes limitations, mes croyances, mes souffrances, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose ici et maintenant pour ça? Et c'est ce que beaucoup de gens font. Alors oui, si ce que je n'aurais pas compris maintenant, je reviendrai pour le poursuivre. Alors tu vois, quand je dis ça, les gens qui ont une recherche spirituelle et qui sont, je dirais, bien accrochés à l'absolu, pensent ou disent que ce que j'ai dit précédemment n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'au regard de l'absolu, il n'y a pas de réincarnation. La réincarnation n'existe que dans le relatif. Mais un être humain est fait d'absolu et de relatif. Alors l'absolu, il s'en fout, lui, tout va bien, il n'y a rien. C'est la potentialité des choses. Mais dans le relatif, il y a bien sûr évolution et nous atteignons un certain degré d'évolution maintenant et la transformation se continue. Est-ce que ça répond à ta question, François? Tout à fait. J'aurais une question un petit peu plus terre à terre. Tout à l'heure, tu disais, lorsqu'on est dans l'ego première génération, c'est le j'aime, j'aime pas. Mais alors, quand on a basculé de l'autre côté, t'as plus de choix, t'as plus de préférence, t'aimes plus rien, c'est quoi? Ah oui, c'est bon. T'es pas capable de dire que t'aimes quelque chose ou pas, ou t'aimes tout? Le chocolat. Oui, le chocolat, oui. On m'a apporté une boîte de chocolat parce qu'on sait que c'est une de mes faiblesses. Oui, c'est intéressant cette question, François. C'est que, en fait, dans l'ancien ego, il y a justement ces j'aime et j'aime pas. Je me rappelle, entre autres, j'ai toujours été quelqu'un d'efficace. Et dans ces belles années de mon ego, j'étais bien sûr efficace avec une espèce d'interdit d'être non efficace. Parce que l'efficacité, c'était la loi chez moi. Et chacun, on peut trouver un exemple un petit peu semblable. Par exemple, il faut rendre service aux gens parce que je suis serviable ou aimable. Et dans l'ego, c'est je suis serviable, point. Mais ne pas être serviable, ne pas rendre service à quelqu'un, est interdit parce que c'est être une mauvaise personne. Alors, il y a être une bonne personne et être une mauvaise personne. Alors, tous les trucs d'ego, c'est toujours dans cette dualité. Quand on bascule avec un regard dans l'unité, il y a plutôt des préférences d'ordre hiérarchique. Il y a des choses que je préfère et des choses que j'aime moins. Notamment, pour moi, j'aime bien cuisiner, mais c'est quelque chose qui est un peu bas dans ma liste. Alors que de partager, écrire, faire une balade en forêt, c'est dans le haut de ma liste, donc c'est quelque chose que je fais plus souvent. Alors, oui,
même dans un vécu dans l'unité, on a des préférences. Sinon, on devient des êtres sans odeur, sans saveur, oui, sans odeur et sans couleur et sans saveur, de vouloir tout aimer et chacun. Alors, est-ce que j'aime tout le monde? Ouf, oui. Est-ce que j'ai des préférences? Est-ce qu'il y a des personnes que j'aime un peu plus que d'autres? Oui, bien évidemment, et vous en faites partie. Il y a mon fils, ma famille. Alors oui, il y a une préférence. Est-ce que j'aime plus mon fils que le Chinois ou l'Algérien que je n'ai jamais rencontré en personne? Bien évidemment. Alors ça se traduit plus en termes de hiérarchie qu'en termes de dualité, j'aime ou j'aime pas. Sinon, si on ne reconnaît pas ça, je trouve qu'il n'y a plus d'honnêteté. Il n'y a plus d'honnêteté. Alors, c'est important de, je disais tout à l'heure, être soi, c'est vraiment être honnête, ici et maintenant. Et qu'est-ce que j'aime, ici et maintenant? Et je pourrais même dire qu'il y a comme une case un peu spéciale en regard de toute cette hiérarchie qui se traduit toujours par « Qu'est-ce qui met mon cœur en joie? » Qu'est-ce qui met mon cœur en joie? Et parfois, ce qui met mon cœur en joie, c'est de faire une bêtise. Et je ne me prive pas pour la faire. Parce que ça me fait plaisir. Et la seule chose que j'ai à faire quand je fais une bêtise, c'est d'assumer les conséquences. Alors je me dis, est-ce que je suis prête à assumer les conséquences de ça? Si oui, allons-y. J'ai la liberté de créer la vie que j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'expérimenter. Et j'aime bien savoir que il y a une personne, qui est une personne publique, que je ne connais pas personnellement, que vraiment, quand je l'entends parler, elle m'énerve. Et j'aime ça savoir qu'il y a toujours au moins une personne dans ma vie qui m'énerve. Je voudrais pas me retrouver avec une espèce de fausse auréole de sainte qui aime tout le monde et... Non. Dans la vie que j'ai envie de vivre, il y a de la place et il y a surtout l'autorisation pour ne pas aimer tout le monde, pour ne pas aimer toute chose, pour avoir des préférences, pour me mettre en colère, pour être impatiente parfois. Il y a ici l'autorisation d'être cela quand j'ai envie de le faire, avec simplement la conscience que je dois assumer ce que je porte. Et dès l'instant où il y a quelque chose dans mon vécu qui ne me convient plus parce que j'ai plus envie de l'assumer, je peux mettre de la conscience dessus et passer à autre chose. Il n'y a personne qui est arrivé à quelque part. Il y a juste plein de personnes qui sont en chemin et qui peuvent nous inspirer par leurs paroles, par leurs témoignages, de quelque chose qui existe déjà en nous et qui aurait besoin d'être révélé. Alors concrètement, qu'est-ce que tu nous proposes pour nous aider un petit peu à avancer sur cette voie? Ah oui, moi j'aime bien les gens engagés, les gens qui veulent aller plus loin. Alors évidemment, il n'y a pas de truc minute, mais on est sur un éveil de sa conscience au quotidien, donc être présent à soi, mais vraiment plus concrètement. Écoute, j'ai écrit 2 livres, Voyage au cœur de soi, dans lequel il y a un chapitre consacré à être soi, avec des sous-chapitres sur donner le meilleur de soi, déployer ses ailes. Et puis dans Chemin d'éveil, il y a à la fin de presque tous les chapitres
de nombreuses questions qu'on peut se poser pour justement aller un peu plus loin sur cette belle et importante question. Il y a aussi des stages, que j'offre des retraites de 3 jours où les gens ont beaucoup l'occasion de travailler sur eux. Vraiment, c'est pas des stages de méditation et où on m'écoute parler, mais vraiment des stages où les gens sont interpellés, font un travail sur eux. Alors, pour avoir les dates de tous les stages, évidemment, je vous invite à aller sur le site www.éveilspirituel.net. Et si vous avez un élan naturel pour qu'on se rencontre et qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, j'en serais honorée. Donc, en terminant, si je synthétise mon propos, je dirais que pour accéder au bonheur d'être soi, il est nécessaire de commencer par être présent à soi. C'est vraiment le pas initial. Être présent à soi et écouter, regarder ce qui se passe en soi. Et l'accepter, mais je dirais plus que l'accepter comme l'autoriser. C'est comme dire oui, vraiment dire un oui total à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Et je dirais de rester dans la présence à soi qui est forcément ici et maintenant, avec un regard authentique. Dire sa vérité profonde, même si ça ne nous rend pas très sexy aux yeux des autres, mais avoir l'honnêteté et le courage d'annoncer ses couleurs telles qu'on les vit, sachant que ça n'engage que soi, ici et maintenant. C'est vraiment les éléments de base pour accéder à un bonheur de plus en plus grand, je dirais de plus en plus juteux, d'être ce que nous sommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux organisateurs du 3e Sommet de la Conscience de permettre de diffuser ce message à un grand nombre de gens. Merci, au revoir.